Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi pour cette édition en 3 parties. Le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter, puis Territoire d'info avec l'invité politique en direct sur ce plateau tout à l'heure. C'est le candidat sur la liste Rassemblement national aux élections européennes, Hervé Juvin, qui sera notre invité. Enfin, troisième partie de cette édition ce vendredi avec Territoire Sénat et l'actualité sénatoriale. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, début de ce JT des territoires. Près de 2000 à 3000 personnes ont manifesté hier à Perpignan pour la défense des services publics. Ils sont surveillants pénitentiaires, sapeurs-pompiers, contrôleurs des douanes. Ils ont décidé de descendre dans la rue pour se faire entendre et expliquer pourquoi ils sont inquiets. Témoignage recueilli dans le cortège par les équipes de nos partenaires de Via Occitanie sur place. Si on réduit, comme ils l'ont annoncé, 120 000 fonctionnaires au niveau de l'administration pénitentiaire, on a déjà du mal à recruter. On met en danger les personnes à l'extérieur, puisqu'automatiquement on aura moins de surveillants. Donc automatiquement, plus de risques d'évasion. Les tribunaux regorgent de plaintes. Il y a beaucoup de condamnations. Et si on n'a pas les structures et les fonctionnaires pour appliquer les décisions de justice, comment on fait? Concernant les sapeurs-pompiers, c'est la qualité des secours qui est en danger. Donc ça veut dire par la baisse des budgets, donc une baisse des effectifs. Et donc en baissant les effectifs, on comprend très bien que les secours viendront de plus loin. Et donc forcément, le délai d'intervention sera rallongé, donc une baisse de la qualité des secours. Les douaniers ont travaillé pas mal en frontière et si la réforme passe, nous aurons de nombreuses suppressions d'emplois aux frontières. Déjà que nous ne sommes pas renforcés depuis X années et donc forcément la fraude va s'intensifier. Comme vous le savez, on est sur un département où c'est qu'on lutte beaucoup contre les grands trafics, les stupéfiants, les cigarettes, l'alcool. Et s'il y a moins de douaniers demain, forcément les citoyens seront moins protégés. Voilà, tout à fait. Autre chose original et interpellant, pour éviter une fermeture de classe, une quinzaine de moutons ont été symboliquement inscrits à l'école primaire de Crête en Belledonne en Isère. Cette initiative fait suite à l'annonce en mars dernier de la fermeture d'une des 11 classes de la commune à la rentrée, du fait d'une légère baisse d'effectifs. Les explications de Linda Badreddine de Télé Grenoble, notre partenaire sur place. Des enfants, des moutons, le compte est bon. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Il est moins de 8 h du matin quand un troupeau de moutons se rend à l'école Jules Ferry d'une commune de Cré-en-Belledonne. L'objectif, les inscrire symboliquement dans l'établissement afin de remplir les effectifs pour éviter la suppression d'une des classes. J'appelle Petit Prince Mouton. C'était pour pas que la classe se ferme, parce que sinon, si on se retrouve un peu plus que de 24, ça va être plus difficile pour les profs. Je vais passer au collège, mais pour les autres, j'ai bien peur qu'ils vont être vraiment trop serrés et ça va être plus dur pour le maître. On a dit de mettre des moutons dans l'école pour dire que s'il n'y a pas assez d'enfants, il y aura des moutons qui s'inscriront. Quand ils ont appris la fermeture d'une classe, les parents d'élèves se sont mobilisés. Après leur slogan « Nos enfants ne sont pas des sardines, arrêtez de les mettre en boîte », ils trouvent « Nos enfants ne sont pas des moutons, arrêtez de les compter ». C'est ainsi que Gaël pense à inviter un éleveur et son troupeau de moutons à l'école. On est inquiet, on n'a pas envie que cette classe ferme et en fait ce qu'on veut maintenant c'est avec cette action, avec les annonces du président Macron qui dit pas plus de 24 élèves par classe en CP-CE1, et du coup on se dit qu'il faut vraiment que la directrice d'académie elle accepte de réexaminer notre situation pour qu'on évite cette fermeture à Cré-en-Belledonne. Si la 11e classe de l'école élémentaire venait à disparaître, les élèves se retrouveraient à 26 par classe. La collectivité municipale aussi s'engage aux côtés des enseignants et des parents dans cette lutte. Le maire a pris contact avec un inspecteur de l'éducation nationale. Je lui avais demandé à ce qu'il me produise un écrit pour expliquer les raisons du choix et je l'attends toujours cet écrit. Ensuite, nous avons une audience à l'inspection. L'inspectrice ne s'est pas rendue à ce rendez-vous, elle a été représentée.
Voilà, donc on reste un peu sur notre faim. Et en attendant une action de l'académie, les enfants, eux, ont tout intérêt à rester doux comme des agneaux. Voilà, c'est une avancée majeure dans le dossier des nuisances de la LGV, ces lignes à grande vitesse mises en place par la SNCF et qui desservent certaines destinations. La ministre des Transports reconnaît et préconise des travaux d'aménagement pour un montant de 11 millions d'euros. Une véritable satisfaction pour les riverains. Michael Texier de LMV Sarthe, notre partenaire sur place. Elisabeth Borne propose de suivre les recommandations du rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ce dernier, réuni depuis un an, a clairement identifié les nuisances vécues par les riverains, notamment sur les pics de bruit, et c'est un premier objet de satisfaction pour eux. C'est très positif pour nous parce que c'est la première fois qu'on explique aussi bien la souffrance des riverains. Donc vraiment, c'est un gros travail et on est très redevable à la commission qui a fait ce travail. La suite logique, c'est la réalisation de travaux estimés à 11 millions d'euros pour la simple ligne Bretagne-Pays de la Loire. Le but, isoler les maisons, rehausser les talus, prolonger les murs anti-bruit. Ce qu'on nous propose finalement, c'est 2,5 km de protection de merlons et de murs, 2,5 km sur 180 km, en sachant que simplement à Savigny-l'Évêque, il y a 5 km de lignes dans la commune. Je crois qu'à Chantenay-Villedieu, c'est 7 ou 8 ou 10 km. Donc si vous voulez, ça nous paraît une petite goutte d'eau. Maintenant, on se rend compte à quel point cet argent est important, mais il aurait fallu faire ces protections avant. La somme doit être réglée par les collectivités et l'État. Voilà, via LMV Sarthe, une chaîne du réseau des télés locales du réseau VIA. Alors que la campagne pour les européennes débute lundi, pour les 33 listes dans les communes, le moment est à l'affichage. Pour les petites agglomérations, cette tâche est un problème. Manque de place, manque de panneaux, tout doit être prêt d'ici quelques heures. Alex Boucher s'est rendu dans les communes de Haute-Savoie pour Huit-Mont-Blanc, notre partenaire. Regardez. À l'approche des élections européennes, les communes devront installer 33 panneaux. 33 comme le nombre de listes aux élections. Un casse-tête pour certaines agglomérations. À Alby-sur-Chéran, qui compte 2500 habitants, on a fait preuve d'un peu d'imagination. Alors pour la commune d'Alby-sur-Chéran, nous avons utilisé un système de quinconce. Donc tous les panneaux sont coupés par deux. Donc chaque liste aura un demi-panneau sur conseil des services techniques. Ils nous ont conseillé d'utiliser les panneaux recto-verso pour limiter l'empattement au sol et surtout économiquement de ne pas avoir à racheter des panneaux. Pour des petites communes, les panneaux électoraux représentent donc un coût. Ça varie entre 79 et 95 euros. Donc hors taxe, bien évidemment. L'État subventionne les élections mais de façon forfaitaire, une aide parfois loin de ce que dépensent réellement les communes. À Argonnet, des panneaux en bois faits sur mesure ont été prévus pour limiter les coûts, car chaque liste doit disposer du même espace. Il y a une commission qui surveille le déroulement de la procédure électorale, il y a des règles qui s'imposent et on est tenu en tant que collectivité de les appliquer. Voilà. Donc on prend les mesures nécessaires. Les listes se constituent de 79 candidats chacune, soit le nombre de sièges français au Parlement européen. Une élection importante qui décidera de l'avenir de la France dans l'Union européenne. Rendez-vous le 26 mai prochain. Voilà, beaucoup d'entre vous ont un rêve, le revêtir. C'est le maillot jaune qui célèbre ses 100 ans au Musée national du sport jusqu'au 29 septembre. Une exposition anniversaire qui retrace un siècle d'exploits, de rebondissements et de tragédies à travers des histoires d'hommes que présente Claire Vaboncoeur, en charge de l'exposition à nos partenaires d'Azur TV dans le Sud. Regardez. C'est une tunique iconique qui brille tous les mois de juillet. Un maillot de légende endossé par 271 coureurs. Le maillot jaune célèbre ses 100 ans au Musée national du sport. Une exposition anniversaire qui retrace un siècle d'exploits, de rebondissements et de tragédies à travers des histoires d'hommes. Apparu sur le Tour en 1919, alors que la course avait déjà 13 ans, le maillot jaune est à découvrir au musée sous toutes ses coutures et sur toutes les routes de la plus grande course cycliste au monde. On n'arrivait pas à distinguer avant le leader en fait, de la course et en effet ce maillot jaune apparaît comme un soleil, quelque chose de lumineux qui va encore plus enthousiasmer les grands supporters de cet événement
très populaire qui est le seul et premier événement gratuit dans le monde en fait. On ne paye pas pour aller voir le Tour de France. Au-delà du maillot mythique, c'est toute l'histoire du vélo et du Tour de France qui est exposée au musée. D'anciennes bicyclettes côtoient des affiches publicitaires ou des dessins de presse. De nombreux ateliers immersifs et interactifs sont aussi proposés au public grâce à des hologrammes ou encore des casques de réalité virtuelle. Derrière nous avons 4 vélos mythiques, des 4 quintuples du Tour de France, donc le vélo d'Eddy Merckx, de Hank Till, de Hinault et de Indurain, celui de contre-la-montre d'Indurain. Et puis nous avons également d'autres pièces naturellement qui font référence à ces grands coureurs, quels qu'ils soient. Et puis nous avons également dans l'exposition un parcours de médiation parce que le visiteur doit être acteur de sa visite, notamment dans un musée tel que le musée du sport. Donc il y a du son, il y a de l'image, vous avez des casques de réalité virtuelle qui permettent notamment de rentrer un peu dans les coulisses du Tour de France, dans la partie « Je vois la vie en jaune », pour ressentir cette émotion que peut avoir le coureur, mais aussi également les grands supporters, les grands fans de cette compétition tout autour. Ici, passionnés et amateurs sont plongés dans l'ambiance du Tour au fil des éditions. Pour ceux qui ont toujours voulu endosser le rôle de coureur, des simulateurs sur de vrais vélos vous proposent de jouer les cadors du peloton. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec dans un instant les unes de la presse quotidienne régionale qu'on regarde ensemble. A tout de suite. Bonjour Saveria, à la une des dernières nouvelles d'Alsace, les DNA des journaux du groupe EBRA, c'est Jupiter qui est ramené sur Terre à la une. Dynamique mais pas rassembleur, c'est ce qui ressort d'un sondage BVA pour la presse régionale 2 ans après son élection. Emmanuel Macron peine à effacer son image de président des riches. Il ne recueille que 32% d'opinions favorables. Comme l'écrit les dernières nouvelles d'Alsace, il est face à la malédiction des 2 ans, incapable de sortir de l'image de président des biens-nés. Le chef de l'État est confronté à des difficultés que ses prédécesseurs à l'Élysée ont connues. Avant lui, les Français le perçoivent comme un dirigeant dynamique, mais absolument pas rassembleur. C'est déjà l'image qu'il renvoyait quand il marchait seul au Louvre le soir de son élection. Tout reste donc à faire. Voilà, ça pourrait être un titre dans un film dans lequel jouerait Louis de Funès. Pour qui les milliards ? C'est à la une de la Provence. Ce sont 17 milliards d'euros qui ont été débloqués par le gouvernement pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Mais tous ne vont pas en bénéficier. Célibataires, retraités, couples avec enfants. La Provence propose des simulations pour s'y retrouver entre primes d'activité, remboursement de la CSG, baisse d'impôts. En ce qui concerne justement l'impôt sur le revenu, Bercy privilégie la piste d'abaisser de 14 à 11% la première tranche de cet impôt sur le revenu pour concrétiser les promesses de l'exécutif d'alléger la pression fiscale sur les classes moyennes. Les mesures définitives seront annoncées au mois de juin. Avec un avertissement à la une de l'Écho de Haute-Vienne, la fonction publique n'est pas une entreprise. Mobilisation générale hier contre le projet de loi qui vise les fonctionnaires. Hier à Limoges, comme partout en France, c'est un front syndical uni qui s'est présenté contre le texte censé moderniser le statut des fonctionnaires, un texte qui permet notamment un recours accru aux contractuels, les contrats courts. Les syndicats sont également très opposés aux 120 000 suppressions de postes annoncées dans la fonction publique. Les syndicats qui ont d'ores et déjà prévenu, cette journée n'est qu'une étape de la mobilisation dans la durée pour dire non au projet de loi. Voilà, et puis à la une de Sud-Ouest, édition Bayonne, Pays Basque, l'épidémie de rougeole sévit après la foire au jambon. Oui, la foire au jambon de Bayonne, ils ont presque tous participé à cette foire à Bayonne justement entre le 18 et le 21 avril. C'est le point commun de la 50aine de personnes qui ont contracté la rougeole ces dernières semaines en Nouvelle-Aquitaine. Une maladie très contagieuse qui peut être grave pour les personnes vulnérables. Alertée dès la semaine dernière sur les premiers cas, l'agence régionale de santé n'a constaté aucune situation grave. En tout, une dizaine de personnes ont été hospitalisées. L'agence s'attend maintenant à une seconde vague de personnes contaminées par les premiers patients. C'est un laps de temps qui correspond à la période d'incubation de la maladie de 7 à 18 jours de virus. Voilà, c'est dans Sud-Ouest, édition du Pays Basque. Il y a 8 éditions dans Sud-Ouest, dont la rédaction est dirigée par Jean-Pierre Dorian. Merci Saveria, à tout à l'heure. On passe tout de suite au Club de la Presse dans un tout petit instant. Voilà, il fait son entrée. Bonjour Michel Richard, éditorialiste au Point. Merci d'être présent sur ce plateau ce matin. Avec plaisir. Et bonjour Luc Laventure. Bonjour. Vous dirigez Outre-mer 360, un site et une télévision consacrés aux Outre-mer. Il y en a 13
On ne le rappellera jamais assez. Absolument. Avec vous, on va parler évidemment tout à l'heure de l'abolition de l'esclavage, avec les différentes commémorations de ce 10 mai en France. Et puis, avec vous, Michel Richard, on va parler évidemment d'Emmanuel Macron, qui était hier donc en Roumanie et en marge du Conseil européen. Il a fait des déclarations peu habituelles de la part d'un président de la République quand il se trouve à l'extérieur du pays. Déclaration très politique, le président de la République qui fera tout pour empêcher le Rassemblement national d'arriver en tête. Surprenant, cet engagement dans la campagne, encore plus surprenant venant d'un président en exercice, en marge d'un Conseil européen. Absolument. Alors, ceci dit, la règle, on ne parle pas de politique française à l'étranger, elle est violée à la vérité sans arrêt. Les règles, c'est fait pour ça, être violée. Maintenant, est-ce si étonnant ? Comment s'étonner que le président de la République, dont on a toujours su que, évidemment, il était opposé pour des raisons philosophiques, idéologiques, politiques et même politiciennes, à l'extrême droite, ne s'engage pas dans une élection. On voit que les deux listes, la sienne, celle de LRM, de Nathalie Loiseau, et celle du Rassemblement national, sont au coude à coude, se tirent les bords, et donc c'est pas joué. Pour lui, c'est évidemment capital que la liste du Rassemblement national n'arrive pas en tête. Ça handicaperait évidemment sa crédibilité à l'étranger, en Europe, et on sait à quel point c'est un Européen convaincu, comme ça l'affaiblirait évidemment en France, tant on prendrait cette élection, même totalement à tort, parce que les sujets ne sont pas du tout les mêmes, comme une sorte de revanche de 2017. C'est le remake. Voilà, le remake et donc la revanche. D'ailleurs, Marine Le Pen ne s'y est pas trompée, trop contente d'être désignée comme la seule adversaire. En même temps, une réaction assez modérée, en disant bah bien, très bien, oui. Je l'accepte, mais à ce moment-là, il faut qu'il s'en aille. Oui, alors oui, enfin c'est modéré relativement, parce qu'évidemment ça n'a rien à voir. Souvenons-nous, elle fait référence à la démission de De Gaulle en 1969. Souvenons-nous des circonstances. De Gaulle avait dit, voilà, il était affaibli après 68, je fais cette proposition constitutionnelle, naturellement, si elle n'est pas avalisée par le peuple français, je me retirerai dans la minute, ce qu'il a fait. Nous sommes loin de ça, qu'après tout, le chef de l'État s'engage pour défendre sa conception de l'Europe contre une conception radicalement opposée à la sienne, ça n'a rien à voir. Alors, dans les sondages, ils sont au coude à coude, avec environ 22%, avec la marge d'erreur, comme on dit, chez les sondeurs, c'est-à-dire que l'un ou l'autre peut être en tête. C'est j'allais dire, purement symbolique, à 0,2% si Renaissance, qui est la liste donc, soutenue par Emmanuel Macron et conduite par Nathalie Loiseau, est à 0,2% en tête devant le Rassemblement national. Ça changera tout au soir du 26 mai ou pas ? D'abord, les résultats, évidemment, ne seront peut-être pas à la décimale près. Les sondages sont en effet dans des marges d'erreur telles qu'il peut y avoir 2, 3, 4%. Ma question, c'est le fait juste d'être en tête. Il est évident que si c'est juste devant, je fais confiance aux commentateurs, nous les premiers, pour dire Vous, que... le premier. Oui, pour dire que tout ça, c'est un peu ric-rac, et que franchement, il a échappé belle, et que ça ne lui donne pas un élan, sinon une légitimité très substantielle. Je nous fais confiance pour commenter déjà ce succès qui n'en serait pas totalement terme. Ça a commencé ce matin. Comme voilà. Luc Laventure, aller plus vite et plus fort dans la refondation de l'Union européenne. C'est vraiment la matrice de cette liste. Hein. Elle s'est positionnée comme telle. Est-ce qu'au fond, ça parle aux Français, ça ? Est-ce que ça parle à leur quotidienneté ? On sait que par tradition, effectivement, l'élection européenne n'englobe pas l'ensemble, ce qu'on appelait avant les masses populaires. Il y a une frange très 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 précise qui participe généralement à cette manifestation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que effectivement, pour la première fois, le président de la République, en tant que tel, s'engage dans ce débat. Je pense quand même que Emmanuel Macron prend un risque en se posant personnellement dans cette affaire. Son rôle d'arbitre est un petit peu altéré, et je ne suis pas sûr que le fait de dire en permanence ce sera moi ou le chaos, ça ne risque pas d'entamer sa légitimité à un moment donné. La refondation des accords de Schengen, ça parle aux gens, Michel Richard. Ah mais naturellement. Schengen, ça clignote même. Ah mais évidemment, dans l'électorat parce que Schengen, du Rassemblement national. Oui, même si on ne sait pas très précisément ce que ça veut dire,
quels sont les C'est les pays qui y frontières. participent, etc. Mais voilà, c'est les frontières. Ou l'absence de Alors, frontières. tout le monde, ou l'absence de frontières, tout le monde convient, Macron comme Bellamy, comme Marine Le Pen, convient qu'il faut des frontières à l'Europe, qu'on ne peut être accueillant que s'il y a une porte à ouvrir. Et pour qu'il y ait porte, il faut qu'il y ait des murs autour. Donc la notion de frontière est quelque chose d'essentiel et qui, pour le coup, vous avez raison, Cyril, parle aux gens. Après ça, il faut voir dans les faits ce qui s'est passé. Il est vrai que quand on regarde les votes, par exemple, du Front National des élus, du Front National au Parlement européen, ils n'ont jamais été très en cohérence avec leur discours, justement, sur la fermeture des frontières, etc., sur les moyens. Par exemple, les moyens donnés à Frontex, c'est une sorte de force de police communautaire, voilà. Le Front National votait contre, par exemple, sur, vous savez, la possibilité donnée aux compagnies aériennes de transmettre toutes les listes des passagers, etc., qui est un moyen de regarder qui vient en Europe, etc. Le Front National a voté contre. Donc voilà, il y a des paradoxes comme ça, et c'est le jeu, et d'ailleurs le bienfait d'une campagne électorale que de les montrer. Voilà, on revient tout à l'heure avec vous dans la deuxième partie de l'émission, après notre invité politique, sur la transition écologique, qui est au cœur aussi de cette bataille d'appropriation entre les partis aux européennes. Luc Laventure, c'est l'abolition de l'esclavage, ces commémorations aujourd'hui. Alors les différentes commémorations du 10 mai en France, il n'y a pas que ce qui va se passer dans les jardins du Palais du Luxembourg. Alors le 10 mai c'est important, c'est vraiment une date importante au niveau de la mémoire, puisque c'est la journée nationale des mémoires, je dis bien des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. Le 10 mai a été choisi, ce n'est pas par hasard, le 10 mai a été choisi en référence au 10 mai 2001, jour de l'adoption par le Sénat, ici, en deuxième lecture, de la reconnaissance de la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et c'est important, cette loi Taubira, même si cette mémoire est déclinée de façon Elle sera là dispersée. d'ailleurs, Christiane Taubira, elle a été invitée. Elle sera là dans les jardins de Luxembourg dans quelques minutes. Ce que je voudrais dire, c'est que cette commémoration se fera de façon diverse, par des dates diverses dans les Outre-mer. Pour mémoire, 27 avril à Mayotte, 22 mai à la Martinique, 27 mai en Guadeloupe. Les Outre-mer particulièrement concernés quand même. Hein. Les Outre-mer, c'est quand même absolument, c'est quand même le lieu où la traite négrière a été mise en pratique. C'est elle qui a constitué le socle de la population de ces territoires. Donc c'est important que partout dans ces territoires, cette loi soit sanctifiée, si je puis dire. Ce qu'il faut dire également, même sur le plan national, il y a d'autres dates, celle du 23 mai, notamment en référence à la marche silencieuse du 23 mai 98, qui a contribué à ce débat national et qui a abouti à ce vote de reconnaissance de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Ce qu'il faut dire que c'est sur le plan national, il y aura quand même pas mal de manifestations de ce genre. À côté, dans les jardins de Luxembourg, le président de la République viendra participer à une commémoration. C'est la première fois qu'en tant que président de la République, il participera à cette commémoration, puisque on s'en souvient. Il avait été critiqué d'ailleurs de ne pas avoir été là. L'an dernier, il était à Aix-la-Chapelle et il a été vivement critiqué par nos communautés d'outre-mer. Je vais épingler parmi toutes les manifestations qui vont émailler cette journée quelque chose qui va se passer à Clichy-sous-Bois et qui est important et qui est le fruit d'une réflexion d'une petite association qui s'appelle l'association Miroir et qui va présenter une pièce qui va mettre en scène tous les acteurs de la République, que ça soit Curie, que ça soit l'abbé Grégoire, etc., etc. Et à la fin de cette manifestation, de cette pièce, ils vont partager le jeûne avec des musulmans de la région, ce qui veut dire que la mémoire va retrouver le vivre ensemble. À 10h, Oriane Mancini présentera une édition spéciale sur Public Sénat, avec évidemment le direct depuis le jardin du Luxembourg, à partir de 10h sur cette antenne de Canal 13 de la TNT. À Nantes, c'est un ancien port négrier, il faut le rappeler, durant l'esclavage. Il y aura une cérémonie officielle aussi aujourd'hui, en fin d'après-midi. À Nantes, à Bordeaux. En Loire-Atlantique. Tout à fait, à Nantes, à Bordeaux et dans d'autres lieux de la traite négrière. Et je pense que c'est important effectivement de souligner que pour une fois,
depuis plusieurs années quand même, au cours de ces 10 dernières années, il y a une espèce de prise de conscience, même au niveau de l'éducation nationale, de réfléchir à la façon dont célébrer cette mémoire. Il y aura également au Quai d'Orsay quelque chose d'important avec nos amis Greg Germain et des intellectuels sur cette mémoire. Et puis il y aura également à Villers-Cotterêts, dans la résidence, l'ex-résidence du général Dumas, une manifestation concernant cette mémoire de la traite négrière. Merci Luc Laventure, abolition de l'esclavage, les différentes commémorations du 10 mai en France. On peut retrouver la liste de ces commémorations et puis une explication, très bien faite d'ailleurs, sur votre site Outre-mer 360. Merci Cyril. Site internet que vous dirigez ainsi qu'une télévision. Voilà, on vous retrouve également pour le débrief de l'invité tout à l'heure, ainsi que Michel Richard. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France à la veille de ce week-end. Regardez, ça vous intéresse, vous aussi, nous aussi. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est le Zap Monde de TV5 Monde, notre partenaire. Ce que vous devez retenir de ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures. En quelques images, on vient sur la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. On partira aussi en Afrique du Sud, où le parti, l'ANC, c'est le parti au pouvoir, est en tête des élections législatives. Voilà, à tout de suite, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Sauf retournement inattendu, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine devrait encore monter d'un cran dans les prochaines heures. Des négociations commerciales décisives se déroulent à Washington. Les deux pays se livrent une guerre commerciale depuis plusieurs mois maintenant. Les Américains ont mis la pression maximale. Donald Trump a menacé de surtaxer jusqu'à 200 milliards de dollars d'importations chinoises, des produits qui étaient déjà taxés à 10% et qui le seront à 25%. Et ce, dès ce vendredi matin, alors même que les discussions ne sont pas terminées. Vous savez, c'est la méthode de Donald Trump, taper du poing sur la table, menacer d'imposer de très lourdes taxes et dans l'espoir d'obtenir le meilleur accord possible. Ils ont violé l'accord. Le vice-premier ministre chinois vient négocier. C'est quelqu'un de bien. Mais ils ont violé l'accord. Ça ne se fait pas. Alors ils vont payer. On peut tout à fait taxer plus de 100 milliards de dollars par an. Ça n'avait jamais été fait avant. D'un côté, le parti au pouvoir peut respirer, il conserve comme prévu sa majorité au Parlement. Il n'a pas non plus essuyé le revers qu'on lui prédisait dans la province du Gauteng qui comprend les villes de Johannesburg et Pretoria. Mais cependant, ce résultat reste quand même un coup dur pour le président Cyril Ramaphosa. L'ANC n'était jamais passé sous la barre des 60%. Donc ça veut dire que le renouveau qui était promis par le président n'aura pas suffi à enrayer sa chute. Sur ces images datant du début du mois d'avril, des étudiants congolais fuient les forces de l'ordre cubaines. Certains en viennent même aux mains. Tout a commencé à la fin du mois de mars. Devant l'ambassade du Congo, des étudiants réclament le versement de leur bourse, soit plus de 27 mois d'arriérés. Pour ces raisons, 66 d'entre eux vont être expulsés, 76 autres seront également rapatriés, mais pour de mauvais résultats scolaires selon les autorités congolaises.
142 étudiants dont le sort fait désordre. Une délégation du gouvernement congolais s'est même rendue à la Havane pour discuter avec les autorités cubaines et présenter ses excuses. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour le retour de ces 142 étudiants.